Bonjour bien-aimés, chers téléspectateurs fidèles de Une parole pour toi. Nous nous retrouvons encore ce midi pour continuer à partager sur le livre de John Gray intitulé « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Nous avons vu les 3 premiers chapitres et aujourd'hui nous allons voir le chapitre 4 et le chapitre 5. Le chapitre 4 est intitulé « Comment motiver le sexe opposé ». Mais avant, nous allons prier encore pour confier ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voici encore à notre rendez-vous de mercredi avec tes enfants qui, je l'espère, sont nombreux à l'écoute. Ceux qui écoutent maintenant, ceux qui vont écouter après, je voudrais les remettre entre tes mains. Je voudrais te remettre particulièrement entre tes mains les couples que toi tu connais, qui ont besoin d'entendre les choses qui vont être partagées aujourd'hui. Seigneur, attire-les, permets à quelqu'un de leur partager cette émission pour qu'ils puissent entendre ce dont ils ont besoin pour pouvoir continuer à marcher, à avancer, à rendre leur couple solide. Nous savons, Seigneur, comment les foyers sont en butte aux attaques de l'ennemi, comment les plus petites choses jettent l'huile sur le feu et amène beaucoup de couples au bord du divorce. Mais nous savons aussi que les couples qui mettent leur confiance en toi, qui t'ont pris comme la fondation de leur mariage, tu te manifestes au milieu d'eux, tu te manifestes en eux, tu leur permets d'expérimenter jour après jour tes grâces et tu leur permets de mettre en pratique les choses qu'ils entendent et qui sont conformes à ta parole concernant la manière dont ils doivent se comporter l'un envers l'autre. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui sont à l'écoute aujourd'hui. Permets que nous soyons encore bénis ensemble ce midi et cela pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, comment motiver le sexe opposé? Donc, dans ce chapitre, sont explorés les moyens par lesquels les hommes et les femmes peuvent être motivés de manière efficace par leur partenaire, soulignant le besoin et l'importance de comprendre et les besoins et de respecter les besoins de chacun pour maintenir l'harmonie dans la relation. Effectivement, pour qu'un mariage dure, il faut que les besoins de chacun soient respectés, soient compris, soient pourvus. C'est ça tout le travail qu'il faut faire, identifier les besoins, soi-même ses besoins, partager ses besoins et combler les besoins que notre partenaire nous partage. C'est tout le travail qu'il faut faire dans un couple. Donc ici, c'est de voir que ce qui motive les hommes n'est pas ce qui motive les femmes. Ce qui motive les femmes n'est pas ce qui motive les hommes. Si un homme veut motiver sa femme en se basant sur ce qui le motive lui, il va échouer. C'est ce que je dis souvent en disant qu'on n'aime pas l'autre de la manière dont on voudrait être aimé, mais on l'aime de la manière dont lui voudrait être aimé. C'est le drame de plusieurs couples où le mari dit à sa femme « je t'aime », mais il l'aime à sa façon. Il l'aime par rapport à ce que lui connaît de l'amour. Et ce qu'on connaît de l'amour, c'est par rapport à nos besoins. On ne peut pas aimer l'autre en répondant à des besoins qui sont les nôtres et croire que l'autre va être heureux. Il faut l'aimer en répondant à ses besoins à lui. Et l'une des choses que nous allons voir aujourd'hui, c'est que les besoins des hommes sont différents des besoins des femmes. C'est un peu comme dans le langage d'amour. Si moi, mon langage d'amour, c'est les cadeaux, ma tendance naturelle va être d'inonder mon partenaire de cadeaux. Mais si ce n'est pas son langage, je ne réponds pas à son besoin. C'est vrai que tout le monde aime les cadeaux. Mais cadeau qui va remplir ton réservoir d'amour, c'est quand c'est ton langage. Peut-être que lui, il veut que je passe du temps avec lui. Parce qu'il estime que les cadeaux, là, il suffit d'avoir de l'argent. Ça ne nécessite pas vraiment un investissement. Alors que quand je renonce à d'autres choses, je renonce à mon travail, je renonce à d'autres activités que je pourrais mener avec mes amis pour passer du temps avec la personne dont le langage, c'est le temps de qualité,
il considère cela, il valorise cela parce que ça répond à son besoin. Donc, je ferme la parenthèse sur les langages d'amour. Là aussi, c'est important de motiver l'autre basé sur le fait que nous savons que les besoins des hommes sont différents des besoins des femmes. Les 2 points principaux qui sont évoqués par John Gray ici, c'est de dire que les hommes se sentent motivés et appréciés lorsqu'ils se sentent nécessaires et capables de fournir des solutions. Ce qui motive un homme, c'est le fait que quand il regarde dans les yeux de sa femme, elle est en train de lui dire « Sans toi, je ne peux pas avoir telle chose, je ne peux pas faire telle chose. Et tu es le meilleur père, tu es le meilleur mari, parce que tu fournis des solutions, parce que tu pourvois à nos besoins, parce que tu es toujours à la recherche de ce qu'il faut pour notre bien-être. » Un homme, pour être motivé, a besoin de se sentir nécessaire. C'est pourquoi les hommes, ils se sentent, comment je peux dire, frustrés quand ils sont face à des femmes qui disent qu'elles peuvent tout faire par elles-mêmes, elles n'ont pas besoin d'un homme. Elle peut tout faire. Si c'est gagner l'argent, elle peut gagner l'argent. Si c'est bricolage dans la maison, elle peut bricoler. Tout ce qu'un homme peut faire, elle sait faire. Donc elle n'a pas besoin d'un homme. Donc quand une femme comme ça se marie, son mari va se sentir frustré, parce qu'il ne se sent pas utile. Il ne sert à rien. Il n'y a aucun domaine dans lequel il peut dire ça là, c'est moi seul qui peux faire ça dans cette maison et personne d'autre. Deuxième, les femmes se sentent motivées et chéries lorsqu'elles se sentent soutenues émotionnellement et écoutées. Le soutien émotionnel, l'écoute, c'est ça qui fait que une femme se sent motivée. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes choses qui motivent les hommes et les femmes. Donc il faut que chacun puisse répondre aux besoins de l'autre. Un homme se sent valorisé quand sa partenaire lui demande son aide pour résoudre un problème technique à la maison. Quand il se sent utile, on a besoin de lui pour résoudre un problème. Une femme, par contre, se sent aimée et soutenue quand son partenaire l'écoute parler de ses défis au travail sans offrir immédiatement des solutions. On revient encore là-dessus. Une femme, ce qui la motive, ce qui fait qu'elle va dire « Ah, mon mari m'aime », c'est quand son mari l'écoute, sans lui fournir des solutions. Parce que pour elle, comme c'est le cas pour le mari dans l'autre cas, pour elle, le fait de lui fournir des solutions, ça veut dire qu'il est en train de parler de son incompétence à trouver par elle-même des solutions. Elle n'est pas incompétente à trouver des solutions, mais elle veut partager ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Elle veut, quand une femme veut se connecter émotionnellement à son mari, c'est parce qu'elle veut partager ses émotions avec lui. Donc elle se sent aimée et soutenue quand il écoute parler. Troisième chose, un homme peut se sentir puissant et compétent lorsqu'il parvient à améliorer le confort de sa maison par ses propres efforts. Et je dis souvent, notamment en parlant des besoins, le besoin d'un homme, c'est de pourvoir aux besoins de sa famille, de sa femme. C'est pourquoi les hommes ne sont jamais, comment je peux dire, fatigués ou il va dire, mais j'en ai marre d'être toujours celui qui achète le gaz. J'en ai marre d'être toujours celui qui donne l'argent de la pomme. Non, c'est rare de voir des hommes réagir comme ça. Sauf vraiment quand il y a des difficultés. Mais un homme se sent fier de pouvoir s'occuper par ses propres efforts de sa famille. Il est content quand il peut pourvoir par son travail. Et à l'inverse, justement, aujourd'hui, souvent dans les ménages, les femmes contribuent. Mais une femme qui contribue, elle va bavader. Elle bavade. Dès qu'il y a un petit problème, moi je paye ci, je paye ça, je donne ci. C'est comme si ça lui faisait mal, quoi. Elle contribue parfois parce que, effectivement, comment dire, les moyens du mari ne suffisent pas à assumer le minimum vital. Donc elle contribue, mais
c'est que dès qu'il y aura un petit problème, elle va sortir que elle aussi, elle contribue, elle aussi, elle fait ça. Alors que le mari, c'est rare. En tout cas, moi, de mon expérience, les hommes, c'est leur fierté de pouvoir dire, je prends tout en charge. Donc, pour aider un mari, c'est de l'aider à se développer financièrement pour pouvoir tout prendre en charge. En tout cas, c'est ma philosophie. Même si elle n'est pas, elle est assez récente. Parce que pendant des années, j'ai pensé que un homme, une femme devait absolument faire moitié-moitié avec son mari. Un homme est puissant, se sent puissant et compétent quand il parvient à améliorer le confort de sa maison. Donc c'est ce qui le motive, c'est ce qui le pousse à aller chercher l'argent, à courir partout, parce que c'est sa fierté. Alors qu'une femme, elle se sent sécurisée, comprise, quand son partenaire valide ses sentiments. J'ai dit valider, c'est quoi? Valider, ça ne veut pas dire forcément être d'accord, accepter. Parce que parfois, un homme peut trouver que les émotions de sa femme sont excessives, elle réagit de manière excessive. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord, ça ne veut pas dire que même que tu comprends tout ce qu'elle ressent. Mais valider, c'est l'accepter. C'est de dire, c'est ce que tu ressens. Donc, par respect pour toi, j'accepte de prendre en considération ce que tu ressens, même si je trouve ça excessif, même si je ne comprends pas tout. Un homme, ce qui le motive, c'est la reconnaissance de ses réussites par sa femme. La reconnaissance de ses réussites. C'est pourquoi, ce que j'ai dit la semaine dernière, les critiques, même si elles sont constructives, donnent le sentiment à l'homme qui n'est pas reconnu dans ce qu'il fait. Donc, avant de critiquer, reconnais ce qu'il fait. Il faut dire oui, tu as ceci de bien, tu es un bon père, tu t'occupes bien de tes enfants, tu es présent dans la maison. Mais si tu pouvais faire telle chose, ça serait encore mieux. C'est ce qu'un homme a besoin d'entendre. Mais il faut d'abord reconnaître, parce que c'est ce qui le motive. Reconnaître ses réussites, même les plus petites, même les plus minimes. Et ça, c'est quelque chose que nous, les femmes, nous devons comprendre et que nous devons accepter, que nous devons vraiment prendre le temps de reconnaître. Reconnaître ce que nos maris font. Reconnaître les efforts qu'ils fournissent. Et ne pas toujours être là en train de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Il y a beaucoup de choses qui vont. Il y a beaucoup de choses qui font. Et dernière chose, une femme se sent valorisée quand son partenaire prend du temps pour l'écouter afin de comprendre et de reconnaître ses besoins émotionnels. C'est ce qui motive une femme. Sentir que son mari porte attention à ce qu'elle ressent, à ses émotions. Il est prêt à prendre le temps qu'il faut pour l'écouter, pour pouvoir entrer dans ce qu'elle ressent, pour pouvoir comprendre ce qu'elle ressent. C'est ce qui motive une femme. Donc, par rapport à ça, il y a des conseils très simples. Les hommes, écoutez, montrer de l'empathie, valider les émotions, valider les sentiments. Les femmes, montrer de l'appréciation pour les efforts de votre partenaire, même pour les petites choses. Même pour les petites choses. Souvent, on se dit, oh, ça, c'est rien. Non, tout est important. Et aussi, en tant que femme, vous devez exprimer clairement à vos maris vos besoins en termes d'assistance et de soutien. Il faut qu'il sente qu'il vous est utile, que vous avez besoin de lui, que vous avez besoin qu'il vous assiste. C'est ça qui le valorise. Je vais vous donner un petit témoignage pendant que je parle qui me vient. Mon mari, il était très fier de dire que comment je peux dire ça? Que tous mes besoins en matière de tâches administratives, courses administratives, tous mes besoins, il peut les satisfaire et rapidement. Parce qu'effectivement,
je l'ai connu, je suis venu le trouver dans son pays, il est ivoirien, il maîtrise les rouages, donc c'est lui mon ange gardien. Donc, par exemple, il peut sortir mon passeport en 2 jours, il est fier, parce que lui, en tant que mari, il peut me faire un passeport en 2 jours. Si j'aimais faire les tâches administratives, peut-être que moi-même je serais allé faire et tout ça là, mais je sentais qu'il était vraiment allé me sortir un papier, un certificat de nationalité, on a demandé tel papier. Il va au palais, il connaît tel juge, il s'en va, il rentre, il grouille, il sort ça rapidement. C'est sa fierté. Parce que moi, j'ai horreur de tout ce qui est administratif. Les tâches administratives, là, ça me traumatise. Aller faire un papier, aller faire un certificat ici. Donc maintenant qu'il n'est plus là, à chaque fois que je m'en vais faire quelque chose, je dis, hey, si mon mari était là. Donc c'est important d'encourager votre partenaire dans ce domaine. Et aussi, il faut encourager votre mari en mettant en avant, en reconnaissant toutes ses contributions à la relation et à la vie de famille, tout ce qu'il fait pour que la vie de famille et la vie de votre couple ait un certain bien-être. 4e point, conseil pratique par rapport à ses besoins, il faut pratiquer la gratitude. La gratitude, c'est une vertu. Véritablement, nous voyons, nous qui sommes chrétiens, comment le fait d'avoir de la gratitude vis-à-vis de Dieu agit sur beaucoup de choses en nous. La gratitude fait que tu oublies tes problèmes, tu ne te concentres plus tes problèmes. Quand tu commences à compter les bienfaits de Dieu dans ta vie, quand tu commences à compter, à voir tout ce qu'il a fait pour toi. Nous avons fêté Pâques il n'y a pas longtemps. On a vu circuler des choses comme une liste de tout ce que Dieu a fait. Jésus a fait, payé à la croix. Il a tout payé. Et quand on lui exprime la gratitude, ça permet de se dire non, je n'ai pas fait une erreur en choisissant ce Dieu-là, parce qu'il est bon pour moi. Il fait de bonnes choses dans ma vie. Vous connaissez aussi l'histoire de cet homme, on dit, il est allé à l'hôpital, il était malade. Donc, il avait besoin d'oxygène. Donc, on l'a mis sous assistance respiratoire. Je ne sais pas combien de jours il a fait. Puis, on a envoyé la facture, 1 million. Et puis, il a commencé à pleurer. Et puis, les gens autour de lui disent, non, mais ne pleure pas. 1 million, c'est rien. Tu vas trouver pour payer. Ce n'est pas grand-chose. Il lui dit, non, je ne pleure pas parce que je n'ai pas 1 million pour payer. Je pleure parce que j'ai presque 70 ans. Depuis que je vis chaque jour, je respire l'oxygène de Dieu. Il ne m'a jamais présenté une facture d'1 franc. Le peu de temps que j'ai passé à l'hôpital, voilà, on me dit que je dois 1 million. Alors, mais si je devais payer à Dieu, combien je devrais? Et c'est ça qui le faisait pleurer. Parce qu'il s'est rendu compte vraiment de la bonté de Dieu à son endroit. Cette même gratitude-là, nous devons la pratiquer dans le couple. Parce que la gratitude a le pouvoir de renforcer le lien émotionnel entre un mari et sa femme et surtout a le pouvoir de motiver à continuer à soutenir l'autre. Quand on reconnaît nos efforts, quand on reconnaît le peu qu'on fait, ça nous pousse à aller plus loin, ça nous pousse à aller de l'avant. C'est ça la gratitude. Et si Dieu veut notre gratitude, à plus forte raison, les êtres humains, nous sommes très sensibles à ce que l'autre reconnaît ce qu'on fait. C'est l'ingratitude qui tue parfois dans le couple. Le fait qu'on a l'impression qu'on se tue pour l'autre, mais il ne voit pas. Il ne se rend pas compte. Donc c'est important de pratiquer la gratitude mutuelle. Ça permet vraiment de régler ce problème de différence. Il faut avoir un dialogue ouvert sur ce qui motive chacun et comment vous pouvez mieux répondre à ses besoins. Tu peux poser la question à ton mari, tu peux poser la question à ta femme. Si je veux te motiver aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi, cite 3 choses que je peux faire rapidement dans les 2 semaines à venir pour te motiver. Et l'autre va partager et vous allez commencer à faire. Et vous allez voir qu'elle sera de plus en plus motivée. Et voilà ce que je voulais partager sur
ce chapitre 5. J'ai été un peu plus longue, mais on va aller rapidement au chapitre 5 pour parler d'un autre point que John Gray évoque dans son livre, c'est la confusion des langages. Il dit la confusion des langages. Et ce qu'il montre dans cette partie, c'est que c'est comme si les hommes et les femmes, en tout cas, ont des langages différents. On parle deux langues différentes sur Mars et sur Vénus. Et donc, la communication est difficile. Parce que si moi je parle anglais, toi tu parles français, et puis on s'assoit l'un en face de l'autre pour communiquer, et que ce que je dis là, tu ne comprends rien dedans, ce que toi aussi tu dis, je ne comprends rien dedans, ça va être difficile de communiquer et ça va créer des malentendus. Donc, nous devons comprendre la manière différente dont les hommes communiquent et dont les femmes communiquent pour pouvoir accepter ces différences et ainsi améliorer notre intimité et notre compréhension. Sinon, nous allons avoir une communication qui est difficile parce qu'on ne se comprend pas. Et les hommes utilisent souvent un langage direct, un langage orienté vers l'objectif, un langage pragmatique, tandis que les femmes utilisent un langage expressif et émotionnel. Donc, c'est deux styles de communication différents qui peuvent conduire à des interprétations erronées des intentions et des besoins de l'autre. Donc, c'est important à ce niveau de voir qu'on ne communique pas de la même manière et d'identifier quelles sont les intentions derrière la manière de communiquer des hommes, quelles sont les intentions derrière la manière de communiquer des femmes, et ainsi arriver à avoir une communication qui est efficace. Et donc là, on voit que les femmes partagent leurs soucis dans le but de se connecter émotionnellement à leur mari. Alors que le mari comprend que c'est une action, c'est un appel à l'action pour résoudre un problème. Alors que les soucis, le partage, c'est un moyen de se connecter émotionnellement à son mari. Un homme, lui, il va droit au but. Quand il veut communiquer, il dit directement ce qu'il a. Il ne rentre pas dans le contexte émotionnel, etc. Il va pas dans... Alors que quand c'est comme ça, la femme, elle a tendance à se dire qu'il ne comprend pas, il ne me comprend pas, il néglige ce que je dis, il ne valorise pas ce que je suis en train de dire. Un exemple. Je vais donner un exemple. Peut-être que ce que je dis vous paraît un peu abstrait, mais un exemple. Une femme va dire par exemple à son mari, nous ne sortons jamais. Elle exagère, parce que ce n'est pas qu'ils ne sortent jamais, mais elle est en train d'exprimer le fait qu'elle veut passer plus de temps avec son mari. C'est vrai, on sort. Mais si tu augmentais un peu, si on sortait plus souvent, peut-être on sort une fois par mois. Je veux que ce soit une fois par semaine. C'est ça elle dit en disant nous ne sortons jamais. Son mari, lui, il va comprendre qu'elle est en train de dire littéralement qu'il ne sort pas. Et sa réponse va être il y a 2 semaines là, je n'étais pas envoyé à tel endroit. La semaine dernière, on n'est pas sorti pour aller faire telle chose. Avant-hier, on n'est pas allé au cinéma. Et puis toi, tu dis nous ne sortons jamais. C'est faux. Mais c'est pas, en fait, elle a dit nous ne sortons jamais, mais elle n'est pas en train de dire que vous ne sortez jamais de manière littérale. Elle est en train de dire j'aimerais qu'on sorte plus souvent. Vous voyez, voilà le genre de malentendu qu'on a souvent dans le couple parce qu'on ne se rend pas compte que nous ne communiquons pas de la même manière. Et un homme, lui, peut ne pas communiquer de manière aussi claire sur ses émotions. Et quand c'est comme ça, la femme va se dire, ah, donc la relation là est en train de faiblir parce qu'il n'y a plus d'émotions dedans, parce qu'il ne me partage plus ses émotions, parce qu'il ne me partage plus ce qu'il ressent. Mais ce n'est pas vrai parce que les hommes et les femmes ne communiquent pas de la même manière. Une femme exprime son désir, ses préférences de manière indirecte, en posant des questions ouvertes, par exemple. Mais elle ne va pas droit au but. Ça peut confondre un homme qui, lui, veut qu'on aille directement. Tu veux telle chose, tu le dis, tu le dis clairement, tu ne prends pas des raccourcis, tu ne veux pas mettre ça dans une conversation. Voilà, c'est un peu le quiproquo qui se passe en général entre les hommes et les femmes. Et
ça aussi, ça fait que les hommes, dans leur manière de communiquer, proposent des solutions brèves et pratiques. Brèves et pratiques. C'est-à-dire, dès que je t'ai parlé, dès que je te donne une solution, une petite solution brève et pratique. Et ça peut frustrer les femmes. Parce que ce qu'elles cherchent là, ce n'est pas des solutions brèves et pratiques. C'est une écoute. C'est ça, c'est l'atmosphère. C'est ça. Ce n'est pas la solution qui est ce qui lui importe. C'est que tu m'as écouté. Même si tu ne me donnes pas de solution, que tu m'as écouté de manière active, de manière empathique, c'est bon. Donc, les conseils rapidement. Les hommes, apprenez à écouter. Ça, je pense qu'il y a longtemps, on en parle, mais je le dis encore. Apprenez à écouter sans chercher immédiatement à résoudre le problème. Pour les femmes, soyez clairs sur vos attentes lorsque vous partagez quelque chose. Nous devons apprendre en tant que femmes à ne pas prendre trop de détours, poser des questions, aller à gauche, à droite, être un peu plus direct. Ça, c'est des choses que l'homme ou la femme n'a pas naturellement, mais qu'on peut s'apprendre. La manière dont les hommes ont d'aller droit au but, ça peut être une aide pour les femmes à bavarder moins. Mais ça ne va pas faire qu'elles ne vont pas bavarder du tout parce que c'est comme ça que Dieu les a créées. Mais il faut apprendre en tant que femme à être un peu plus explicite sur nos attentes lorsqu'on partage quelque chose. C'est vrai, je veux te partager mes émotions, mais l'objectif que je vise, voilà. J'ai besoin d'écoute, je n'ai pas besoin de solution. Donc, dès le départ, tu peux dire, bon, je vais partager avec toi ce que j'ai vécu cette journée, mais déjà, je te dis, ce n'est pas les solutions que je veux juste que tu écoutes, que tu me comprennes, que tu me réconfortes, que tu me soutiennes. Voilà, c'est tout ce que je veux. Évitez aussi les généralisations. Comme j'ai dit tout à l'heure, la femme qui dit, tu ne fais jamais. Ah, c'est une généralisation, c'est excessif. Il faut éviter ça. Ou bien, quand c'est négatif, tu fais toujours. Tu fais toujours cette chose-là. Tu fais toujours cette mauvaise chose-là. Tu ne fais jamais cette bonne chose-là. Alors que si on regarde objectivement, ce n'est pas jamais. C'est que tu veux qu'il fasse plus. Et là aussi, utiliser je me sens, je suis en train d'exprimer mes émotions et mes besoins pour pouvoir faciliter la réception par l'autre au lieu de vouloir employer le tu ou je l'accuse. Et autre conseil, il faut vraiment, la communication c'est un art. Et comme tout art, ça s'apprend, ce n'est pas naturel. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des dispositions naturelles pour certains arts, mais même ces personnes-là, ils travaillent leur disposition naturelle pour en faire quelque chose. Par exemple, un peintre, il peut avoir des dispositions naturelles à peindre, mais il apprend à peindre, il apprend les techniques, il travaille. C'est la même chose pour la communication. Il faut apprendre des techniques. Donc, il faut s'exercer dans le couple. Il faut se créer des espaces où on communique, où on apprend à communiquer. Or, souvent, c'est dans le feu de l'action, quand ça va mal, quand il y a conflit, c'est là qu'on communique. Mais il faut qu'on communique tout le temps. Il ne faut pas qu'on communique uniquement quand ça va mal. Ou on peut vraiment exprimer ce qu'on ressent, on peut dire ce qu'on pense sans jugement ni interruption. Donc voilà, je pense que j'ai tenu dans le temps pour ces 2 chapitres. Je vais m'arrêter là. À la prochaine fois, on va voir le chapitre 6 et le chapitre 7. Et on aura terminé, pas tout le livre, parce que je vous ai dit ces 10 chapitres, mais les 3 derniers chapitres sont un peu différents de